Le vieillissement, comme une erreur de chant. Nous ne vieillissons pas parce que nous vivons, mais parce que nous perdons le lien avec ce qui rend la vie possible. La vieillesse n'est pas un processus naturel, mais une habitude soigneusement cultivée. Nous avons pris l'habitude de la considérer comme inévitable, comme le changement des saisons, comme la gravité, comme la mort. Mais une habitude n'est pas une loi, et encore moins une condamnation. Elle vit dans le langage, dans les rituels sociaux, dans la naïveté biologique, avec laquelle nous traitons le corps comme s'il était la source première de nous-mêmes. Nous appelons vieillesse ce qui est visible, les rides, la fatigue, les maladies. Mais ce qui est visible n'est qu'une conséquence. La cause est plus profonde. La vieillesse est une forme de soumission énergétique, informationnelle. C'est une déformation systémique de notre champ, une altération de ses connexions, une destruction de son rythme. Ce n'est pas l'âge noté sur le passeport, mais une défaillance dans l'accord entre l'homme et l'espace, entre ce que nous sommes et ce que nous pouvons être. Est-il possible de sortir de ce programme ? Est-il possible non pas de retarder la décrépitude, mais de modifier le principe même selon lequel elle apparaît ? Ne pas lutter contre les symptômes, mais arrêter le générateur du temps en soi ? Est-il possible de vivre non pas dans la lutte contre l'extinction, mais dans la gestion de la vie comme état du champ ? Ce texte ne parle pas de longévité, il parle d'autre chose, de comment vaincre la vieillesse et pourquoi le corps est secondaire de ce qui nous rend vivants et de la manière de retrouver le droit d'être soi, hors de l'âge. La vieillesse n'est pas un âge, mais une forme de soumission. Ce n'est pas un aboutissement, mais un programme. Non pas le résultat d'années vécues, mais une manière d'enchaîner l'être humain par le temps. La vieillesse est implantée comme une condition, mais seulement en ceux qui ont accepté de considérer le corps comme primaire. Et si le corps n'est qu'une enveloppe gouvernée par le champ, alors le vieillissement n'est pas une condamnation, mais un algorithme. On peut l'arrêter, le réécrire, ou peut-être même le supprimer entièrement. Mais à une seule condition, que l'homme apprenne de nouveau à être le champ et non la chair. La voie ne réside pas dans la prolongation de la décrépitude, ni dans la tentative d'atténuer les rides, ni dans l'esthétique du ralentissement du déclin. La voie consiste à retrouver l'intégrité. Non pas un corps éternel, mais un champ énergétique, informationnel, éternellement jeune. Non pas l'illusion de l'immortalité, mais une véritable victoire sur la mort, grâce à l'accès à la maîtrise intérieure de la matière, où ce n'est pas la substance qui est première, mais l'esprit. Et ce n'est qu'en se reconnaissant comme une partie du champ supérieur que l'homme pourra s'arracher au vortex du temps, faire un pas, non pas vers demain, mais vers l'éternité. Chaque révélation sérieuse dans la science se retourne en double boucle. Un même individu peut être proclamé à la fois pionnier de la vérité et en même temps destructeur de fondations. Un scientifique ayant pénétré les coulisses de l'univers se retrouve souvent contraint de consacrer ses forces non pas au développement de ce qui est ouvert, mais à se protéger contre les dogmes établis. Newton disait, non sans raison, où l'on ne dit rien de nouveau, où l'on devra passer toute sa vie à défendre ce qui a été dit. La médecine traditionnelle plaisante, si vous vous réveillez, et que vous n'avez mal nulle part, c'est que vous êtes mort. Dans ce sarcasme quotidien se reflète une métaphysique profonde. Le chercheur belge d'origine russe, Ilya Prigogine, lauréat du prix Nobel, a montré « La matière inerte tend vers l'équilibre, vers la stabilisation. La matière vivante, au contraire, tend à se sortir constamment de l'équilibre. Tout ce qui est vivant constitue une violation de la normalité, une fuite du repos, un refus de la complétude. Là où il y a équilibre, il y a mort. La vie est toujours un déséquilibre, mais si le vivant rompt l'équilibre, une question logique surgit. Qu'est-ce qui gouverne cette violation ? Pourquoi le chaos ne devient-il pas une fin en soi ? Pourquoi l'organisme ne se détruit-il pas, mais se maintient-il comme un tout ? Tout indique l'existence d'une structure organisatrice, invisible mais dirigeante, une ossature de champ, un cadre énergétique et informationnel sans lequel le développement d'un fœtus dans l'utérus ne peut être expliqué ni par les gènes, ni par la biochimie. Le simple fait que le corps se forme selon des modèles harmonieux, avec un nombre précis de doigts, avec des propriétés uniques mais clairement définies, montre qu'il existe un niveau de contrôle supérieur à l'ADN. La science hésite encore à le reconnaître, mais tout biologiste sérieux se confronte à ce fantôme, un champ organisateur qu'on ne peut mesurer avec une règle, mais qui structure toute la biologie. Peut-on ignorer ce qui est visible à l'œil nu ? Dans les années 1930, Semyon Kirlian, un homme sans titres académiques, photographiait la luminescence des plantes.
Une feuille cassée continuait d'émettre de la lumière comme si elle était intacte. Cette luminescence fantomatique de champ est encore étudiée à l'étranger aujourd'hui. Mais dans les encyclopédies nationales, l'effet Kirlian n'est presque jamais mentionné. Et c'est précisément lui qui a montré, pour la première fois, visuellement, l'existence d'un champ énergétique informationnel qui conserve l'intégrité même en cas de dommage physique de l'objet. La même histoire se répète encore et encore, découverte, rejet, oubli, retour. Dmitri Mendeleïev, qui proposa la loi périodique, fut lui aussi rejeté par la communauté académique. Il n'a pas été reconnu. Il était hors du courant dominant. Et pourtant, aujourd'hui nous connaissons son nom, tandis que les noms de ceux qui l'ont rejeté sont tombés dans l'oubli. Il en va de même pour l'idée de vaincre la vieillesse, trop grande, trop puissante. C'est pourquoi elle rencontrera la résistance de toutes les forces qui se nourrissent du vieillissement. Mais elle est déjà là. Nous ne prolongeons pas le vieillissement, nous l'abolissons. Nous ne conservons pas la décrépitude. Nous rétablissons le champ, de l'intérieur. Nous n'attendons pas que le corps s'épuise. Nous réécrivons la condition selon laquelle le corps était soumis à la dégradation. Il ne s'agit pas d'une lutte pour le corps, c'est l'homme qui reprend le contrôle sur lui-même. La vie des systèmes biologiques consiste en une reproduction continue, non pas comme une fonction mécanique, plutôt comme une violation constante de l'équilibre, maintenue au point d'une stabilité instable. La vie est possible précisément parce que la cellule sait se maintenir à la limite. Au moment de la bifurcation, lorsqu'un moindre changement déclenche une réaction en chaîne, une nouvelle cellule naît. C'est ainsi que le corps se régénère et donc s'oppose à la mort. Mais si la régénération est une sortie constante de l'équilibre, alors ce n'est pas la matière elle-même qui contrôle cette sortie. Ce que nous appelons ADN n'est pas simplement une structure chimique, mais une manifestation du principe de champ. Son fonctionnement n'est pas autonome, mais lié à un niveau plus subtil, où il n'y a ni masse, ni densité, mais plutôt une forme, une onde, un champ. C'est là que réside l'origine du temps biologique. Le vieillissement ne commence pas par une ride, mais par une perturbation de l'interaction avec ce champ fondamental. Et inversement, la jeunesse est le résultat du lien vivant entre le corps et le champ. Perdre ce lien engendre la fragilité de la vie. Le rétablir offre une chance d'arrêter le vieillissement. On peut discuter de Darwin, de la théorie des espèces et des adaptations. Tout cela est important. Mais l'homme lui-même, en tant que phénomène énergétique informationnel unique, ne peut être déduit à de la mécanique. Son émergence n'est possible qu'en présence d'informations primaires, non pas dans les gènes, mais dans le champ informationnel. Ce champ contient déjà toute la diversité des formes, des programmes et des individualités possibles. Nous ne sommes pas le résultat de l'évolution, nous en sommes la condition. Nous sommes les enfants du champ, les enfants du cosmos. C'est peut-être précisément à cette connaissance, celle de la distribution et de la structure de l'espace informationnel, que la science future se consacrera. Non pas à la biologie, mais à la génétique des champs. Non pas à la psychologie, mais à l'architecture de la conscience. Car si nous savions comment l'information est structurée dans l'univers, comment elle est distribuée et restituée, à quel point elle est cyclique et saturée, alors même l'astrologie cesserait d'être une spéculation pour devenir une science. L'illusion d'impuissance face au cosmos est le mythe principal de l'humanité moderne. En réalité, le contrôle existe bel et bien, il est constant. Les individus sont sous surveillance, non pas au sens moral, mais au sens énergétique et informationnel. Chaque action et chaque pensée sont mesurées au rythme des champs. Le mal accumulé par l'humanité ne disparaît pas dans le sable. Il se reflète dans la structure même de la Terre. Par conséquent, la Terre, en tant que partie intégrante du système de gestion, a le pouvoir de réinitialiser certains camarades qui sont à l'origine de ce mal. La Terre est vivante, et si elle est vivante, alors elle est aussi réactive. L'univers tout entier est un système vivant, hors d'équilibre, et elle conserve en elle le souvenir de tous ceux qui ont perdu la capacité d'être un champ et non un corps. Pour comprendre comment surmonter le vieillissement, il faut revenir à la compréhension de soi-même. Commençons par l'évidence. Comment fonctionne notre cerveau? Et c'est là que nous rencontrons un paradoxe. Nous vivons dans l'illusion que notre cerveau corrige. Ce que nous voyons avec nos yeux est inversé. Le cerveau déploie l'image. Ce que nous ressentons est filtré. Ce que nous entendons est transformé. Toutes les sensations résultent d'un traitement. Cela signifie que le cerveau n'est pas seulement un organe, mais un bioordinateur capable non seulement d'afficher, mais aussi de former la réalité. Comme l'a dit l'académicienne Natalia Bektereva,
nous commençons à peine à comprendre le fonctionnement du cerveau. Mais même une étude superficielle de ses fonctions révèle que la pensée n'est pas un acte autonome, c'est une connexion, un contact. Une pensée surgit au cours de cette connexion. Mais connexion, à quoi? La réponse est évidente, au champ. Le cerveau est un comparateur. Il compare les connaissances existantes aux nouvelles connaissances. Cela signifie que le processus de pensée est une forme de recherche de conformité. Or, si cela est vrai, une personne plus évoluée est capable de se renouveler plus rapidement et d'entrer plus vite en résonance avec le champ informationnel extérieur. L'éducation n'est pas simplement la connaissance, c'est un canal de connexion. C'est le chemin vers ce noyau intérieur où le vieillissement ne peut se manifester car l'énergie y circule librement. C'est pourquoi la jeunesse n'est pas une question d'âge, mais de fréquence. Si cette fréquence est perturbée, le corps vieillit. Si elle est rétablie, le corps prend de nouvelles formes. La vieillesse est le résultat d'une perte de connexion avec le champ et non l'action du temps. Et la victoire sur le vieillissement commence par le rétablissement de ce lien, non par les médicaments, mais par l'éveil, non par les cosmétiques, mais par la connexion à la source. Beaucoup disent qu'un flot d'informations leur parvient, comme s'il venait des profondeurs de l'espace. Et souvent, ces personnes ne sont ni des rêveurs, ni des fous, mais des personnes tout à fait sensées, dotées de sentiments développés, d'intelligence et d'un esprit philosophique. Ils perçoivent intuitivement les structures, les idées, les impulsions, mais ils ne peuvent pas les gérer. Ils sont submergés par le savoir, mais celui-ci défie toute logique. C'est là que la frontière entre ésotérisme et science peut s'estomper, car l'énergie avec laquelle ils interagissent n'est pas une illusion, mais une réalité. Elle n'est simplement pas encore reconnue par la science officielle. Je me souviens moi-même comment un jour, un quantum d'espace est apparu dans mon imagination sous la forme d'un dodécaèdre, dans une structure précise et complète. Ce n'était pas un rêve, c'était une perception, mais seulement parce que j'étais préparé, intérieurement et scientifiquement, à accepter cette connaissance. Ainsi, par la suite, j'ai pu non seulement intégrer cette réalité à mon système, mais aussi réviser les programmes de génération actuels créés par Nikolai Levachov en y apportant les modifications nécessaires. Je le souligne, non comme une curiosité, mais par souci de compréhension claire. Nous ne comprenons toujours pas comment fonctionnent les lois de la conservation de l'information. Archimède, qui s'écria « Eureka », n'a peut-être pas simplement eu une intuition, mais se connecta à un champ dans lequel tout existait déjà. Et il reçut une réponse non pas de sa propre tête, mais du système universel. C'est pourquoi les phénomènes de clairvoyance, d'intuition et de découverte soudaine ne relèvent pas du mysticisme, mais d'un contact avec le champ informationnel du système de gestion terrestre. Mais nous ne sommes pas encore prêts à reconnaître ce canal comme scientifique. Le cerveau n'est pas qu'une simple matière, ni même un simple organe. Le cerveau est une unité logicielle, dotée de sa propre matrice de code, selon Alexandre Katibov, ou une entité, essence, selon Nikolai Levachov, ce que vous préférez, ce qui est le plus compréhensible. Il est basé sur le champ. Il est énergétique et informationnel. Le corps est secondaire. La destruction du corps commence par la dégradation du champ énergétique et non l'inverse. Par conséquent, la voie pour stopper le vieillissement n'est pas la médecine. Il s'agit de la restauration de l'intégrité énergétique informationnelle du cerveau et par son intermédiaire du corps. La génétique moderne n'a découvert ni le gène du vieillissement ni le gène de la mort, car il n'existe pas. La nature n'a pas programmé la vieillesse. Elle n'est pas inscrite dans le corps. Il est important de comprendre que la mort et le vieillissement ne sont pas des fatalités biologiques. Il s'agit d'une défaillance de gestion. Il s'agit d'une perte de connexion avec son propre noyau énergétique, informationnel. Nous vieillissons non pas parce que nous sommes programmés pour cela, mais parce que nous ne nous gérons pas nous-mêmes. La science ignore encore les causes du vieillissement. Elle n'en observe que les conséquences. La gérontologie documente les processus externes, mais n'explore pas les profondeurs. Ni la biologie, ni la physique, ni la chimie ne sont capables d'expliquer la nature du vieillissement, car ces sciences elles-mêmes n'ont pas encore reconnu que l'homme est un champ, et non pas de la chair. On peut prolonger la vieillesse, comme on le fait aujourd'hui, grâce à des médicaments, des soins, des régimes et de l'exercice. Cela permet de gagner 10, 15, voire 20 ans. Mais ce n'est pas une solution, car en plus de 20 ans, on retrouve la même décrépitude, la même passivité, la même perte de sens. La vieillesse reste la vieillesse, aussi longtemps qu'on la prolonge. Notre tâche n'est pas de prolonger la vieillesse, mais de prolonger la jeunesse, pour qu'à 90, 100, 120 ans, on ne soit pas seulement vivant, mais actif. Être engagé,
agir, ressentir, pour que le corps ne tire pas l'esprit vers le bas, mais pour que l'esprit guide le corps vers le haut. C'est possible, mais à une seule condition, si nous revoyons radicalement qui nous sommes, et si nous reconnaissons que les processus dans le corps sont le reflet des processus dans le champ. Alors, en changeant le champ, nous changeons le corps. Ce n'est pas la chair qui vieillit, c'est le programme qui vieillit. Donc, il peut être réécrit. La notion de champ informationnel n'est toujours pas reconnue par la science officielle, et par conséquent, n'est pas étudiée par celle-ci de manière adéquate. Cependant, cela ne la rend pas moins réelle. Au contraire, de plus en plus d'observations, de faits et de confirmations pratiques indiquent que la structure du champ de l'homme et de l'univers est le fondement sans lequel ni le processus vital ni le fait même de l'existence biologique ne sont possibles. Ceux qui souhaitent approfondir les fondements scientifiques de ces domaines devraient se référer à l'ouvrage d'Ale Khatibov intitulé « Champ de soutien vital », qui décrit en détail les composantes de ce que nous appelons le champ énergétique informationnel. Il révèle comment l'information, l'énergie et la structure forment cette cohésion sans laquelle ni la naissance, ni le développement, ni la guérison ne sont possibles. La science officielle, ne reconnaissant que ce qui peut être reproduit dans le cadre de son cartésianisme méthodologique, demeure en réalité profondément métaphysique. Elle reste néanmoins incapable de répondre aux questions fondamentales de l'existence. D'où vient la masse? Comment la matière apparaît-elle? Où se situe la frontière entre le vivant et le non-vivant? Dans ses expériences, Piotr Goryaïev a découvert que l'ADN, même retiré de son environnement, continuait à transmettre des signaux dans le vide, comme si l'information restait sans matière. Et ce n'est pas une anomalie, mais une normalité que nous avons longtemps négligée. L'ADN possède un champ, une nature énergétique et informationnelle. Ce que nous avons l'habitude de considérer comme une molécule purement chimique est en fait une structure liée à une substance plus fine, invisible, mais plus déterminante. Nikolai Levachov a écrit qu'à la base de l'ADN se trouve le bit énergétique informationnel, l'unité élémentaire de sens, d'énergie et de direction. Il ne s'agit pas de matière, mais d'un programme. Deux charges sans masse de polarité opposées, et entre elles se déploie un champ de signification, un champ de forme, un champ de vie. C'est pourquoi l'ADN n'est pas qu'une simple molécule, c'est un transmetteur, c'est une antenne, c'est la clé de l'organisme, mais pas la porte elle-même. Chaque cellule du corps humain contient de l'ADN, et toute l'information est dupliquée des millions de fois. Il ne s'agit pas simplement de redondance, mais d'un système de protection et de reproduction. Et c'est précisément sur cette base que se construisent aujourd'hui les technologies de clonage. La nouvelle structure reproduit non seulement la forme extérieure, mais aussi la trace énergétique et informationnelle du donateur original. Cette approche nous permet d'approfondir notre compréhension des mécanismes du vieillissement. En effet, si l'information corporelle est stockée au niveau du champ énergétique, alors le vieillissement n'est pas une usure de la matière, mais une distorsion de ce champ. Non pas une défaillance chimique, mais un dysfonctionnement dans la transmission du programme initial. La science moderne ne peut même pas expliquer la stabilité des molécules les plus simples. Par exemple, pourquoi l'hydrogène à 2 protons ne se désintègre pas? La réponse est impossible sans introduire un champ supplémentaire, le même champ d'information de l'espace des neutrinos dont Alexandre Khatibov et d'autres chercheurs de type nouveau ont parlé. Ce champ structure, maintient, stabilise ce qui autrement s'effondrerait. Le même phénomène se produit dans le corps. Sans une structure énergétique et informationnelle stable, aucune cellule ne conservera sa forme, sans parler du corps dans son ensemble. Mais le problème est encore plus profond. Il touche à la nature même de l'espace et de la masse. Après tout, la masse est une manifestation d'énergie localisée dans un milieu quantifié. Nous ne transférons pas le corps, nous transférons le squelette du champ, qui se manifeste temporairement comme un corps, comme de la chair, comme une forme. Et c'est précisément dans cette fugacité que réside notre vulnérabilité. Vieillir n'est pas un affaiblissement du corps, c'est une rupture du lien avec la source. Ce que nous percevons comme un corps n'est en réalité qu'un caillot dans l'espace. La masse est l'effet d'une déformation de la structure du vide, un milieu élastique que nous ne voyons pas, mais dans lequel nous vivons en permanence. Nous percevons l'environnement comme un vide, mais en réalité, il est plus dense que n'importe quel métal. L'espace n'est pas le néant, c'est un support, c'est un programme. Il s'agit du squelette même auquel est rattachée la forme entière. Notre cerveau, en tant que récepteur de champs complexes, est conçu comme une machine informatique. Il possède des fonctions intégrées de comparaison, de mémorisation,
de correction et d'inversion. L'image projetée sur la rétine est inversée, mais le cerveau la redresse, la ramenant à un format pratique. Cela prouve que le mécanisme de la perception lui-même est un système d'adaptation et non un enregistrement du réel. Nous ne vivons pas dans le monde, mais dans une projection du monde. Nous ne voyons pas la réalité, mais une adaptation. C'est pourquoi nous ne remarquons pas que l'espace est solide, que le vide est un milieu, que le corps ne serait qu'un mirage, maintenu par notre attention. Et c'est pourquoi la vieillesse nous apparaît comme un phénomène biologique et non informationnel. Notre perception inverse la causalité, mais si nous prenons conscience de cette inversion, nous pouvons reprendre le contrôle. L'un des rares domaines où la science s'est au moins approchée de la compréhension du mécanisme du vieillissement est la découverte de la télomérase. En 1971, le scientifique soviétique Alexeï Olovnikov formula une hypothèse qui, des décennies plus tard, sous un autre nom, fut présentée comme une percée dans la science américaine. On dit que la télomérase est responsable du vieillissement cellulaire en raccourcissant les extrémités des chromosomes à chaque division. Le raccourcissement consiste à effacer une partie du code. L'enzyme coupe en fait des sections d'ADN responsables de la réplication, c'est-à-dire de la capacité de la cellule à se reproduire. Plus les télomères sont courts, moins il y a de division cellulaire, et plus la durée de vie de la cellule est proche de sa limite. Mais le plus important, c'est que nous ne savons toujours pas d'où provient le mécanisme d'accumulation de la télomérase lui-même. Comment et pourquoi est-il activé? Pourquoi son activité augmente-t-elle à l'âge adulte? D'où provient, dans l'organisme, le signal d'arrêt du programme? Tandis que la science expérimente avec enthousiasme des pilules à la mode censées restaurer les télomères, le niveau principal, le niveau du champ, reste inexploré. Car l'ADN, comme l'ensemble de la biostructure, ne provient pas de lui-même, mais de sa base énergétique, informationnelle. Et si ces fondations sont détruites, restaurer la structure matérielle revient à coller l'ombre du verre. Notre corps n'est pas un objet, il est une manifestation temporaire d'un état énergétique, informationnel, stable. En ce sens, le vieillissement n'est pas la destruction de la forme, mais la clivage du programme. Et si, au moment de la stabilité, les cellules du tissu musculaire vivent environ 6 mois, elles perdent, lors de la phase de vieillissement, la capacité de se reproduire. L'équilibre est rompu, et au lieu de la vie, c'est le déclin qui commence. Et la question principale se pose à nouveau. Qu'est-ce qui détruit ce programme? Si l'on admet que la base du corps est un état de champ et non une masse chimique, il est logique de supposer que la dégradation se produit principalement au niveau de la base du champ. Cela signifie que nous sommes constamment influencés par quelque chose d'invisible qui perturbe la structure énergétique de l'ADN. Supposons qu'il existe un flux de particules cosmiques, non pas de matière mais d'information, bits du niveau énergétique, informationnel. Imaginez chaque bit comme un dipôle, sans masse et électriquement neutre, une particule semblable à un neutrino se déplaçant à une vitesse colossale. Ces particules ne s'intègrent pas à la structure, mais au contraire, la déchirent si elles entrent en résonance. Un seul coup précis à la chaîne du champ et le lien ADN n'est plus régénéré. C'est au niveau de ces impacts que la télomérase se forme, comme une conséquence et non comme une cause. Ce n'est pas l'enzyme qui contrôle le vieillissement, c'est le vieillissement qui provoque l'accumulation de l'enzyme. C'est comme si nous nous trouvions sous une pluie invisible de structures incorporelles, mais non dénuées de sens. Après tout, rien n'est aléatoire dans la nature. Tout est soumis à une forme, même la destruction. Et si notre structure énergétique informationnelle se désintègre, cela signifie que le réglage est défaillant quelque part. Cela signifie que le cosmos lui-même cesse de soutenir l'intégrité de notre programme. Tant que la science se limitera à la chimie, elle ne pourra pas expliquer pourquoi une personne vieillit. Ce n'est pas une question de matière, c'est que l'espace dans lequel la vie se déploie est lui-même instable. Il est quantifié, et chacun de ces grains porte en lui à la fois le potentiel de vie et la possibilité de destruction. La nature, dans le cadre du système de contrôle hébrovien, a trouvé la réponse. Non pas protéger tout le monde, mais assurer une reproduction constante. La biologie n'est pas immortelle, mais elle est cyclique. La vie se prolonge par la vie elle-même. Mais nous avons déjà un précédent. Nous avons commencé à prendre conscience de nous-mêmes, et cela dans le cadre du nouveau système de gestion. Cela signifie que nous avons la possibilité non seulement de nous reproduire, mais aussi gérer le programme lui-même. Par conséquent, ce n'est pas la vieillesse qui nous terrasse, mais notre croyance en son inévitabilité.
Et si nous voulons nous libérer de cette pression, nous devons apprendre à gérer ce qui semblait inaccessible, non pas une cellule, mais un champ, non pas un corps, mais la mémoire. Si la vieillesse n'était qu'une conséquence du métabolisme, le sommeil prolongerait la vie. Or, l'expérience médicale prouve le contraire. On connaît des cas de sommeil léthargique pouvant durer jusqu'à 20 ans, après quoi la personne se réveille comme si elle avait été transportée dans le temps, avec un visage et un corps 2 décennies plus jeunes que ses pairs. Mais l'illusion était trompeuse. Après seulement 6 mois, l'organisme aura rattrapé son âge, comme s'il se dépêchait de restaurer la dégradation perdue. Cela prouve clairement que même en état de sommeil, même avec un arrêt complet des processus métaboliques, le corps continue de se détériorer, lentement mais inexorablement. La cause n'est pas interne, mais externe. Le vieillissement se poursuit car le bombardement de neutrinos est incessant. L'espace est constamment à l'œuvre. La division cellulaire ne fait que révéler les dommages accumulés. Tant que les cellules sont endormies, la destruction est invisible. À leur réveil, le démantèlement commence. Le vieillissement n'est pas un processus temporel, c'est une manifestation de la pression invisible du champ. Et cette pression peut être non seulement uniforme et lente, mais aussi catastrophique. En médecine, on connaît un syndrome extrêmement rare appelé syndrome de Hutchinson, ou vieillissement accéléré. On pourrait l'appeler vieillissement explosif. Des décennies d'usure biologique s'écoulent en quelques années. Les raisons sont inconnues, mais la raison en est peut-être précisément que la structure énergétique et informationnelle de l'organisme est gravement détruite, soit à la suite d'une forte influence extérieure, soit en raison d'une défaillance de la protection au niveau du champ. Si une telle influence est véritablement de nature cosmique, alors il doit exister un champ à travers lequel elle se manifeste. Ces champs étaient appelés champs de torsion ou vortex quantique de rotation. Il ne s'agit pas de fiction. Les travaux d'Akimov et Shipov, peu connus du grand public mais méticuleusement documentés, ont prouvé l'existence de ce que l'on appelle les champs de torsion, une forme particulière d'interaction découlant de la structure même de l'espace. Et voici le paradoxe. Plus le gradient de torsion est élevé, plus la probabilité que les particules neutres, y compris les neutrinos, dévient d'une trajectoire rectiligne est grande. Cela signifie qu'il est possible de contrôler cette influence, non pas de l'arrêter, mais de la déplacer, de la dévier, de la transformer. Cette découverte apporte un éclairage essentiel sur l'architecture antique. Les pics coniques, les formes pyramidales et les toits inclinés vers le haut ne sont pas de simples symboles. Ce sont des appareils, des paratonnerres. Les gens qui vivent en montagne depuis des siècles restent en meilleure santé plus longtemps, non pas parce que l'air y est plus pur, mais parce que les champs sont différents. Les sommets des montagnes sont des résonateurs de formes de torsion. Ils extraient une partie du flux de l'espace, réduisent la tension de la pression énergétique informationnelle. Les pyramides, les dômes et les huttes ne sont pas de simples abris. Ce sont des éléments structurels de défense. Les graines germées sous ces formes produisent des pousses plus robustes. La biostructure située dans la zone de cette forme est capable de mieux préserver son programme. Non pas parce qu'elle devient plus forte, mais parce qu'elle subit moins de pression. Mais ce sont là des formes de défense passive. L'humanité se trouve au seuil d'une ère nouvelle, celle d'une influence active sur le cours de la destruction. Il est possible que des grilles en rotation au sein de la matière, accélérées à des fréquences élevées, soient capables non seulement de perturber la trajectoire des neutrinos, mais aussi de les diffuser. Gyromoteurs, cristaux rotatifs, réflecteurs de torsion, tout cela ne sont pour l'instant que des hypothèses. Mais cette hypothèse présente un avantage. Elle peut se transformer en voie d'action. La biophysique du futur doit devenir une biophysique défensive, non pas à cause des bactéries et des virus, mais à cause des rayonnements du champ. Nous devons apprendre non seulement à détecter ces flux, non seulement à les ressentir sous forme de rides, de fatigue et de maladie. Nous devons intercepter le canal d'interaction lui-même. La vieillesse est le résultat d'une impulsion inextinguible venue du champ. La mort est la défaillance ultime dans la grille énergétique et informationnelle. Mais si la structure contient une logique, elle peut être réécrite. Non pas en vainquant la mort par sa destruction, mais en remplaçant le script. La vieillesse n'est pas une condamnation à mort, c'est un défi. C'est un processus irréversible seulement tant qu'on le considère comme hors de portée. Mais nous commençons à peine à comprendre. L'accès est possible.
Et s'il est possible, cela doit être mis en œuvre. Entre 1996 et 1999, le professeur Ernst Muldachev, lors de ses expéditions dans l'Himalaya, a une fois de plus remis en question les limites de la perception habituelle du temps et de la vie. Il a présenté au monde des témoignages sensationnels de personnes pratiquant le yoga et vivant 200, 300, voire parfois jusqu'à 1000 ans. Ces données ont été accueillies par certains avec admiration, par d'autres avec scepticisme. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est que nous sommes très proches d'une nouvelle compréhension de la nature humaine. Et cette réflexion nous amène à une question. Est-il réellement possible d'arrêter le vieillissement ? Les capacités uniques des yogis sont connues depuis longtemps, mais la recherche scientifique sur ces phénomènes se heurte aux limites systémiques de la science elle-même, qui est incapable de travailler avec ce qui dépasse le cadre des modèles matérialistes. Ce n'est qu'aujourd'hui que nous commençons à construire des modèles de champs énergétiques informationnels, certes simples pour l'instant, au niveau des configurations spatiales. Ces modèles aboutissent à la première et principale conclusion. Le corps est secondaire. L'entité primaire est l'entité énergétique et informationnelle, c'est-à-dire le cerveau, qui comprend les formes responsables de la structure, de la conscience, de l'énergie et du comportement programmé de l'organisme. Ce n'est plus une hypothèse, c'est le premier pas vers la victoire sur la vieillesse. Dans le système du yoga, on ne constate pas des pratiques disparates, mais une approche systémique coordonnée visant à protéger le patrimoine génétique humain des facteurs cosmiques destructeurs. On peut ici distinguer 3 niveaux. Protection passive, vivre dans des grottes, séjourner sur les sommets de l'Himalaya, où la charge en neutrinos est naturellement affaiblie. Protection active, formation d'un champ protecteur spécial autour du corps grâce à un état énergétique spécifique de l'organisme. La réplication de la matrice génétique par l'eau, comme mécanisme de transmission et de restauration des informations du champ. Le rôle de l'eau est particulièrement intéressant, car il constitue la base de toute biostructure. Le paradoxe de l'eau vivante et de l'eau morte continue de déconcerter la science. Toutefois, les expériences déjà menées sur sa structuration dans le cadre des programmes de génération existants, qui fonctionnent avec succès depuis plusieurs années dans les complexes créés à cet effet, nous permettent de parler de la deuxième étape vers le dépassement du vieillissement. Un modèle hypothétique est-il possible, dans lequel une matrice de champ contenant de l'ADN intact pourrait être répliquée et incorporée dans le corps par l'intermédiaire de l'eau? Ce concept est séduisant. Il promet un élixir de jouvence, susceptible d'enrichir ceux qui le promeuvent. Toutefois, sans comprendre les fondements énergétiques et informationnels, tout cela reste au stade de la pure fantaisie commercialement lucrative. Car l'eau n'est pas seulement une solution, mais un transporteur de structures qui obéissent à des lois de champ différentes. Nous en revenons donc à Katibov et à ses remarques fondamentales. Certains commentaires sur cette découverte sont présentés dans l'ouvrage Fusion nucléaire froide, volume 8 de Katibov. En voici les points clés. L'eau n'est pas un simple mélange, mais une structure complexe. Si l'eau est utilisée par une biostructure, alors elle possède les octaves de fréquence et les caractéristiques énergétiques nécessaires sur lesquelles la cellule vivante de la biostructure est construite. La modification des caractéristiques énergétiques de l'eau, la suppression de l'octave, ne garantit pas l'utilisation de cette eau par les biostructures. La modification des caractéristiques énergétiques et la suppression des octaves de fréquence transforment la structure de la molécule en un ion du métal correspondant, jusqu'au strontium inclus, sans modifier les caractéristiques externes. Le processus de récupération consiste à introduire des paramètres énergétiques perdus dans la molécule d'eau et, ou en même temps, à ajouter les octaves de fréquence perdues correspondantes. Les composés minéraux, qui sont eux-mêmes des déchets de l'eau, ne peuvent pas être utilisés pour modifier les caractéristiques énergétiques de l'eau et, de plus, pour introduire les octaves de fréquence nécessaires dans les molécules d'eau, chez l'homme, les aliments suivent également un chemin ou une voie. Le chemin inverse n'a pas encore été maîtrisé. L'utilisation de composés minéraux pour modifier les paramètres énergétiques de l'eau nécessite des recherches en lien avec la modification possible de la structure des cellules vivantes pour s'adapter à de nouvelles caractéristiques. La méthode la plus réaliste pour modifier les propriétés de l'eau biologiquement active consiste à utiliser du carbone C60
dont la molécule a été synthétisée. Cette molécule de C60 est composée de 12 dodécaèdres. Ainsi, tous les axes de recherche clés convergent à nouveau vers le point de rencontre entre l'homme et l'eau, comme dans un système binaire de gestion et d'existence. Et si le cerveau régule le flux d'eau dans le corps en fonction de son état, alors on peut supposer que les caractéristiques ondulatoires structurées de l'eau ne relèvent pas d'une magie extérieure, mais sont une extension du cerveau lui-même. Chaque cerveau, possédant son propre ensemble unique de connexions, sélectionne intuitivement ou de manière programmée précisément les paramètres qui correspondent à son niveau et à ses tâches. Cela signifie qu'il n'existe pas de recette miracle, mais il existe un chemin, et ce chemin mène à la troisième étape, vaincre la vieillesse. Nous sommes arrivés au point où la vieillesse cesse d'être un processus naturel et apparaît comme ce qu'elle est réellement, le résultat de violations. Violation de communication, violation du champ et violation de conception. Le vieillissement n'est pas un processus temporel, mais un cheminement de déconnexion avec sa propre essence énergétique et informationnelle. Il ne s'agit pas d'une condamnation, mais d'un indicateur de l'écart entre l'homme avec lui-même et avec ses origines. Nous considérons encore la biologie comme un système clos, et le corps comme un objet fini et autosuffisant. Mais le corps n'est qu'une trace, une empreinte. Comme une ombre projetée par le feu, l'ombre s'estompera et se déformera jusqu'à ce que la lumière soit rétablie. Tant que le code primaire n'aura pas été rétabli, la structure de la matière perdra son ordre, et ce que nous avons l'habitude d'appeler la vieillesse s'installera. Vaincre la vieillesse n'est ni une ambition scientifique, ni un fantasme. C'est un défi pour l'humanité, mais avant tout, un défi à soi-même. Non pas cosmétique, non pas médical, mais ontologique. Un défi à notre propre volonté, à notre propre profondeur, à notre propre capacité à nous souvenir de qui nous avons été créés pour être et pourquoi. Notre prochaine tâche n'est pas seulement de prolonger la vie, mais de lui redonner son sens. Et cela n'est possible que dans un seul cas, si nous osons reconnaître qu'un humain n'est pas seulement un corps, pas seulement un esprit, mais avant tout un champ, un programme inclus dans un système de gestion beaucoup plus supérieur. Tant que nous ne nous souviendrons pas de ça, le vieillissement se poursuivra, comme un programme auquel nous croyons. Mais tout ce qui peut être réécrit peut aussi être annulé. Et c'est exactement ce qui nous attend. À suivre, Fyodor Skrodniev, 13 novembre 2025.